Bonjour à tous, bonjour docteur Claude Grange. Bonjour Marianne Fourier, nous sommes là pour notre 5e Café Pallia. Quand et pourquoi acter une prise en charge palliative? Notre grand témoin sera Priscilla Clos-Febès, directrice pôle médical France. J'écoute vos questions. Absolument Claude, donc on va commencer ce 5e café par la question de fond, de la définition de ce qu'est une prise en charge palliative. Claude, comment définiriez-vous cette notion de prise en charge palliative? Alors la prise en charge palliative, c'est davantage une prise en charge symptomatique puisque ça concerne davantage les personnes qui ont une maladie grave, évolutive, voire terminale. Mais pas que. Il ne faut pas résumer les prises en charge palliatives qu'à la phase terminale. Il y a plusieurs phases. Il y a la phase donc initiale, où on peut avoir encore les traitements spécifiques de la maladie causale, et puis les traitements symptomatiques, la douleur, le confort, diététicienne, voilà. Après, on peut arriver dans une phase avancée de la maladie, où là, il y a de plus en plus de soins palliatifs. Et puis après, la phase terminale, où là, il est évident que c'est davantage les soins palliatifs et qu'il faut savoir arrêter les traitements spécifiques, surtout quand ils sont inutiles, délétères. Ça, c'est important. Et finalement, la prise en charge palliative, c'est répondre à 3 besoins. Ne pas souffrir, ne pas se sentir abandonné et de ne faire des choses qui ont du sens que pour le malade. En gros, finalement, c'est ajouter donc de la vie au jour plutôt que je ne me trompe pas, à la vie, disait le professeur Jean Bernard. Tout à fait. Donc, si l'on résume, docteur, on pourrait dire que le soin palliatif, la prise en charge palliative, s'oppose à la notion de prise en charge curative? Non, il ne faut pas les opposer, parce qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le continuum, mais il est évident qu'à un moment donné, quand on ne peut plus guérir, c'est la place des soins palliatifs. Non, je pense qu'il ne faut pas opposer curatif et palliatif, mais c'est 2 médecines différentes, et donc il est nécessaire là d'avoir des connaissances et des compétences, ça c'est clair. D'accord, et puis je retiens aussi dans ce que vous avez dit, docteur, cette notion de qualité de vie, qui, alors pas s'oppose peut-être, mais qui est différent de la notion de quantité de vie. Oui, c'est vrai que c'est la qualité de vie qui prime sur la quantité de vie. Très bien, donc après avoir mieux compris ce qu'on entend par prise en charge palliative, avançons un peu et posons-nous la question de qui peut bénéficier d'une prise en charge en soins palliatifs. Eh bien, pour toute personne, quel que soit l'âge, confrontée à la maladie chronique, la maladie grave, évolutive, avec un pronostic vital engagé à plus ou moins long terme. Voilà, ça peut être aussi pour des personnes donc, qui ont des accidents de la vie courante avec des lésions irréversibles. Ça peut être aussi toutes les maladies neurodégénératives comme la SLA, la maladie de Charcot, la sclérose en plaques, le Parkinson évolué, les démences très évoluées, les insuffisances d'organes au niveau de l'insuffisance terminale, comme l'insuffisance cardiaque terminale, l'insuffisance respiratoire terminale ou l'insuffisance rénale terminale. Et puis le gros pourvoyeur des soins palliatifs, c'est la cancéro. Il y a plus de 80% des malades qui rentrent en soins palliatifs qui viennent de la cancérologie, quand les cancers, on ne peut plus les guérir. Certes, on guérit de plus en plus de cancers, mais aussi, on peut mourir du cancer. Question suivante, c'est celle du processus de cette décision d'entrer ou de faire entrer le patient dans une prise en charge palliative. À l'issue de quel processus on acte cette décision? Alors, je pense que les choses ont évolué et heureusement, c'est-à-dire que maintenant il y a cette notion de RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaire. Avant, les médecins pouvaient décider seuls de la conduite d'un traitement et maintenant il y a des RCP, par pathologie, RCP
cancérologique, RCP neurologique, où là, eh bien, prenons le cas de la cancérologie, il va y avoir le médecin référent, l'oncologue, le radiothérapeute, éventuellement donc un médecin douleur et soins palliatifs, et puis ils vont discuter de la situation et proposer un projet thérapeutique. Hein, et il y a aussi des RCP à un moment donné quand, eh bien, il n'y a plus de thérapeutique à proposer. Et c'est là où, lors de cette RCP, on peut décider d'une prise en charge, d'évoluer vers une prise en charge palliative exclusive. Donc c'est un processus de délibération, hein, et à ce moment-là, c'est très important de pouvoir donc laisser une trace écrite et que dans le dossier médical, la décision de la RCP soit tracée. Parce qu'après, il faut qu'il y ait la cohérence au niveau de toutes les équipes médicales et soignantes, de façon à acter cette prise en charge de ce malade-là. Eh bien, il relève de soins palliatifs. Eh bien, maintenant, on change de paradigme, on change de logiciel. On va faire des soins en fonction de ce que souhaite le patient, en faisant tout pour qu'il ne souffre pas et qu'il ne soit pas abandonné. Alors, je comprends bien hein, cette idée de concertation pluridisciplinaire. Cette concertation, je crois qu'il faut aussi qu'elle ait lieu en associant le patient ou le résident et puis éventuellement la famille. Alors, il est évident que le malade, il a le droit de refuser tout traitement et que quand on lui propose un projet de soins, une projet de prise en charge, il faut qu'il adhère à cette prise en charge. Et concernant les soins palliatifs, quand à un moment donné, il n'y a plus de traitement possible, il faut que les médecins puissent dire les choses, hein, et ne pas faire croire des choses fausses et de dire, écoutez, on a essayé tous les traitements, malheureusement, les traitements ne sont plus efficaces, et là, on va prendre soin de vous et on va s'occuper de vous, on va faire des soins d'accompagnement ou des soins palliatifs, peu importe le terme, mais on va prendre soin de cette personne pour tout le temps qu'il lui reste à vivre, pour qu'elle soit le plus confortable possible. Et donc, bien sûr que c'est avec la discussion avec le patient. Maintenant, il y a des patients qui ne peuvent plus parler, qui ne sont plus communicants. Et dans ce cas-là, il est évident qu'il faudra tenir compte des directives anticipées si cette personne a fait des directives anticipées, tenir compte de la personne de confiance si elle a désigné une personne de confiance, et si ni l'un ni l'autre, bien évidemment que l'interlocuteur, ça sera à la famille, pas pour, c'est-à-dire que pour expliquer à la famille la décision médicale de ce qu'on a, de ce qu'on propose. D'accord, donc que le patient soit capable de discernement ou pas capable finalement, dans tous les cas, il faut avoir cette association possible avec le patient ou sa famille ou sa famille. Oui, et puis bien évidemment, il faut aussi en informer les équipes médicales et soignantes, hein, en actant, comme je le disais, dans le dossier médical, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément là, qui reviennent de congé. Il faut que tout le monde soit au courant de la décision qui a été prise par le médecin référent d'une prise en charge palliative. D'accord. Docteur, si je pose la question du qui maintenant, est-ce que vous pouvez nous redire qui décide in fine de cette prise en charge? Celui qui décide, c'est le médecin, parce que c'est le médecin qui a la responsabilité de la prise en charge et que la décision, elle sera forcément médicale. Même si au préalable, il y a une discussion collégiale avec une équipe soignante, avec d'autres collègues, la décision, elle sera toujours médicale. Mais bien évidemment, quand il y a la décision qui a été prise par le médecin, comme je le disais, il faut en informer à la fois le patient, la famille, les équipes soignantes pour qu'il y ait une cohérence dans la prise en charge. Alors le médecin, tout dépend de là où se trouve le patient ou le résident. Si on est en HAD, on est à domicile, donc là ça sera le médecin de famille, ça sera quel médecin finalement ? Le médecin traitant, le médecin référent, oui. Ouais. Alors c'est vrai qu'on a de moins en moins de médecins traitants, ça pose un problème. Et par rapport à ce problème de médecin, c'est-à-dire que quand il y a un médecin traitant, quand il y a l'oncologue, quand il y a le neurologue, quand il y a d'autres spécialistes, quelquefois c'est la patate chaude, c'est-à-dire que tout le monde pense que c'est l'autre qui a acté la prise en charge ou qui le fera.
Et ça fait que quelquefois, les choses ne sont pas décidées. Et ça, il n'y a rien de pire que ça. C'est-à-dire que la maladie évolue, là on avance dans une maladie où on ne pourra pas guérir, et puis tout le monde se décharge un petit peu, ah ben non c'est davantage aux spécialistes, et personne ne prend la décision. Et derrière, il y a les équipes soignantes qui sont en souffrance, que ce soit à domicile, que ce soit dans les EHPAD, que ce soit dans les services de soins de suite, hein, où les choses ne sont pas clairement dites. Ça, il y a un maître mot en soins palliatifs, c'est l'anticipation. Et plus on aura anticipé cette décision, et plus ça sera clair pour tout le monde, pour les médecins, pour les soignants, pour la famille, pour leur expliquer ce que l'on fera et ce que l'on ne fera pas. Et alors, si maintenant on se situe à l'EHPAD, qui va décider à l'EHPAD? À l'EHPAD, c'est soit le médecin généraliste agréé à cet EHPAD, ou par défaut, ça sera le médecin co. Donc ça semble clair, concertation pluridisciplinaire, Je vous remercie, concertation avec la famille et décision in fine par le médecin, oui. Et dans le meilleur des cas par le médecin qui suit la personne depuis oui. Un bout de temps. Quatrième question, une fois que cette prise en charge palliative a été actée par le médecin après concertation, qui va être informé, qui doit en être informé? Vous avez déjà un petit peu expliqué que l'équipe... Alors, le malade en priorité. Le malade en priorité. Hein? Et ensuite, bien sûr, avec l'équipe soignante, expliquer pourquoi on a décidé d'une évolution vers une prise en charge palliative, en expliquant que là, il n'y a plus de traitement utile et possible, que la balance bénéfice-inconvénient n'est pas favorable à la poursuite des thérapeutiques de la maladie spécifique et qu'on arrêtera tel et tel traitement et qu'on va prendre en charge le malade en essayant de tout faire pour qu'il soit paisible et l'accompagner le mieux possible pour tout ce temps qui reste à vivre qu'on ne connaît pas. Donc l'équipe soignante, vous le disiez docteur, c'est notamment via le dossier médical que la traçabilité va permettre cette répercussion de l'information. Ça c'est sûr qu'il faut le tracer dans le dossier, mais je pense que il me paraît très important de pouvoir en discuter lors d'une réunion avec les soignants et que ça ne soit pas qu'un écrit, parce que ça permet justement des explications, d'échanger avec nos soignants, hein, parce que c'est eux qui sont là dans le quotidien et c'est très important qu'ils puissent comprendre pourquoi on fait les choses et pourquoi on ne les fait pas. Et puis bien évidemment les familles. Et les familles, quelquefois, c'est un petit peu plus compliqué parce que dans une même famille, il peut y avoir des avis divergents. Et on voit très bien comment l'actualité, là, nous a montré... L'affaire Alain Delon. L'affaire Alain Delon, oui. Et donc, dans les informations qu'on peut savoir par la presse, a priori, il y aurait des troubles cognitifs, a priori, il y aurait aussi une pathologie cancéreuse. Et qu'on voit très bien qu'il y a une empoigne entre des enfants qui voudraient qu'on continue les traitements et des enfants qui pensent qu'il faudrait arrêter les traitements. Et donc là, c'est un manque d'anticipation. C'est-à-dire que si du temps où Alain Delon avait toutes ses fonctions cognitives, il avait dit « non, c'est ça que je veux ». S'il y a eu une information et si les choses avaient été actées, je veux poursuivre les traitements, ou non, si à un moment donné, je veux et prise en charge de confort palliatif, ça serait beaucoup plus clair pour tout le monde. Très bon exemple, très concret et exemple public qu'on rencontre effectivement dans beaucoup de familles. Alors maintenant, après avoir vu le comment on acte, qui acte, quand acte-t-on cette prise en charge palliative, docteur? Alors, on acte ces prises en charge palliatives à chaque fois qu'on est confronté à un malade qui n'est plus guérissable. On acte aussi une prise en charge palliative quand les traitements spécifiques de la maladie en cause deviennent inefficaces, où il y a beaucoup plus d'inconvénients que de bénéfices. C'est la balance bénéfice-inconvénient. Et puis, dans les EHPAD, ils n'ont pas besoin forcément d'avoir des maladies, il suffit d'avoir un âge avancé et d'être dans ce moment-là. Et dans ce cas-là, c'est quand le résident, donc on sent très bien que là, ça laisse à penser que son temps est compté, qu'il est passé à autre chose. Les soignants, ils vous disent ça. Ah tiens, Madame Michu, j'ai vu là, elle est en train d'y aller doucement. Elle est passée à autre chose. Eh bien, quand il y a 2 ou 3 soignants qui se disent ça, eh bien là, il faut savoir passer à une prise en charge plus palliative.
D'accord, c'est clair. Alors, si on va au bout de cette réflexion du camp, si à aucun moment, finalement, on acte cette prise en charge palliative, à quoi s'expose-t-on? Eh bien, on s'expose à ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique ou l'obstination déraisonnable. C'est rajouter des jours à des jours en continuant des perfusions, des alimentations par des tuyaux, alors que la personne est en train de partir. Mais là, c'est peut-être un refus de notre statut de mortel. Hein, qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont complètement déraisonnables. Hein. Et je rappelle que l'obstination déraisonnable, dans la loi française, elle est interdite. Hein. Il y a une loi qui dit le malade il a le droit de refuser tout traitement et l'obstination déraisonnable est interdite. Il ne faut pas. Et Dieu sait qu'on continue quand même. Il faut écouter quelquefois les soignants. Et quelquefois, il y a un décalage entre une pratique soignante et une pratique médicale. Et c'est pour ça que nous, médecins, je pense qu'il faut qu'on puisse savoir mieux acter nos prises en charge palliatives. Et donc, arrêter les traitements. Arrêter les traitements inutiles. Voilà. J'aimerais que vous nous proposiez quelques exemples, docteur, de situations dans lesquelles il faut savoir arrêter un traitement. Ben, volontiers. Alors, prenons le cas de l'EHPAD. L'EHPAD, des personnes âgées, à un moment donné, une personne, elle commence à faire des fausses routes, où on voit très bien qu'elle a du mal à s'alimenter, on voit très bien que, oui, on ne peut pas la laisser sans être alimentée, hydratée. Et très souvent, on pose trop souvent, systématiquement, des perfusions, des tuyaux, une sonde nasogastrique, voire une gastrostomie, c'est-à-dire un tuyau là, qui va rentrer dans l'estomac pour nourrir une personne. Et donc, il faut questionner la pertinence de nos gastrostomies. Et donc, il y a des grilles pour questionner la pertinence d'une gastrostomie. Est-ce que c'est pertinent pour une personne de 92 ans, qui est âgée, qui commence à avoir des troubles cognitifs et qui, en plus de ça, lors de notre dernier bilan, on a vu une anémie et qu'on l'a découvert, un cancer digestif, mais on ne fera rien, de mettre des tuyaux pour maintenir en vie cette personne coûte. Donc là, moi, je pense que non. Et c'est là où il faut savoir acter une prise en charge palliative. Parce que quand on est dans ce moment de la fin de vie, ça ne me paraît pas raisonnable, si on ne peut plus manger et boire par la bouche, de mettre des tuyaux pour ajouter des jours à des jours quand on est dans cette situation de fin de vie. Donc cette suppléance alimentaire et de l'hydratation, on voit très bien à quoi on fait référence. Effectivement, c'est relativement fréquent. Mais je parle que dans les phases terminales. Donc, et c'est pour ça que là, il faut qu'il y ait une discussion avec les médecins. Est-ce qu'on est bien dans une phase évoluée terminale ? Alors, un deuxième exemple qu'on voit aussi en EHPAD et en clinique de soins médicaux et de réadaptation, c'est l'exemple des chimiothérapies, des transfusions. Oui. Donc, il y a aussi ces traitements des chimiothérapies où, quelquefois, on parle à juste titre de chimiothérapie palliative. Mais moi, je ne suis pas contre les chimiothérapies palliatives à partir du moment où il y a un bénéfice. Mais si les chimiothérapies palliative. Quand il y a un cancer métastatique, on fait une chimiothérapie. Bon, il faut qu'il y ait davantage de bénéfices et d'inconvénients. On fait un contrôle, on voit que les métastases flambent de partout, et en plus de ça, la chimiothérapie est très mal supportée, donc il faut savoir les arrêter. De même pour des transfusions, quelquefois, qui peuvent être non pertinentes et n'avoir aucun sens. Et donc, je pense qu'il faut se poser la question de la pertinence de nos soins. Est-ce que c'est utile, hein? Qu'est-ce que souhaite la personne aussi? Et aussi, encore une fois, la balance bénéfice-inconvénient. Alors, troisième exemple, peut-être le dernier, parce que le temps tourne. Bien sûr. Les difficultés, l'insuffisance respiratoire dans certains cas. Oui, c'est vrai que dans les phases évoluées des maladies, il y a souvent des problèmes d'encombrement bronchique. Et quelquefois, on fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Encombrement bronchique, déjà il y a encombré, il y a une surcharge, on met une perfusion, donc ça rajoute du liquide et on est obligé d'aspirer les personnes, qui est particulièrement inconfortable. Et on voit bien que là,
La solution, c'est davantage d'arrêter les perfusions, de ne pas aspirer parce que c'est très inconfortable, et plutôt donc de faire des soins de bouche, mais d'arrêter d'aspirer. Et de mettre sous oxygène. Et d'arrêter aussi de mettre oxygène, parce que mettre oxygène, c'est continuer dans la phase, encore une fois, terminale d'une vie. On voit bien comment on a des problèmes avec notre finitude, c'est-à-dire que mettre de l'oxygène, c'est rajouter de la vie, quoi. Mais quand on est à la phase terminale, peut-être que c'est pas judicieux. D'autant que ça sèche et c'est inconfortable, le tuyau dans le nez. Dernière question, docteur. Comment faire pour davantage acter ce passage du curatif au palliatif? Alors là, il y a un vrai combat contre les réticences. Parce que nous, médecins, on a été formatés au guérir et qu'il faut qu'on passe au paradigme des soins palliatifs. Hein. Et donc, on change de logiciel. Et là, je pense que ça passe par la formation. Hein. Encore une fois, dans la formation initiale des médecins, et c'est là qu'il te faudrait faire un... Alors, le professeur Franck Chauvin, je pense que dans son plan décennal, il y aura un axe très important sur la formation, c'est essentiel. Hein. On dit que, en gros, maintenant, un médecin, 10 ans d'études de médecine, 10 heures de formation sur les soins palliatifs. Insuffisant. Ben, 10 heures. Très insuffisant. Oui. Alors, vous me direz, oui, mais il y a la formation médicale continue. Là, il y a 80 000 généralistes, il y en a 2% qui ont choisi la thématique soins palliatifs. 2% de 80 000, ça fait 1600. Il faudra un siècle pour former tous les médecins généralistes. Donc, je pense que des formations... Alors, les médecins, ils sont débordés, tout ça, mais il y a plein d'outils de formation, par les formations digitales, où on peut très bien former beaucoup de personnes en même temps. Ça n'empêche pas les formations donc en présentiel, mais je pense qu'il y a un énorme effort à faire sur la formation. Et donc là, j'entends un message subliminal pour le groupe Clariane également. Bien sûr, et pas que pour les professionnels de santé, pour la société civile. Parce que je pense que on a trop laissé à penser qu'on pouvait tout guérir. Et les médecins ont peut-être donné trop l'illusion de tout guérir. Et je suis désolé, Marianne, quels que soient les progrès de la médecine, la science, nous allons tous mourir. Et il faut qu'on travaille aussi sur cette notion de finitude, où c'est important, nous allons tous ici, et vous ici, devant l'écran, un jour mourir, et on aimerait bien qu'il y ait des soignants qui soient dans le juste soin dans ces moments-là. Alors c'est un petit peu la démarche qu'on a avec le dispositif Dernier Secours, qui justement est une approche un peu citoyenne de la fin de vie et de l'acclimatation à ce principe de finitude dont vous parlez, Claude. Je crois qu'on arrive au terme de nos questions, mais par contre on a pas mal de questions de notre public. Merci à tous d'avoir été aussi prolixes en questions. Donc, première question, bonjour. N'y a-t-il que dans les cas de fin de vie qu'on peut faire appel à un service, une équipe de soins palliatifs? J'ai été amenée à suivre une patiente atteinte de sarcoïdose qui y a fait un séjour temporaire afin de soulager ses douleurs, mais dans l'idée d'un court séjour sans notion de fin de vie. Pourtant, dans mon nouvel établissement, cela semble totalement inconcevable. Mais c'est tout à fait possible. Nous avons accueilli dans notre unité soignative des personnes pour régler des symptômes complexes comme la douleur, comme l'inconfort, et qu'il faut mieux passer quelques jours dans une unité soignative pour titrer les morphiniques et pour donner le bon traitement et sortir après. Hein, c'est ce qu'on appelle des options de répit, et c'est sûr que concernant la douleur ou l'inconfort, les équipes de soins palliatifs donc ont des compétences pour ça, et on n'a pas besoin que d'être en fin de vie. Pour contrôler un symptôme inconfortable, on peut tout à fait bénéficier d'un séjour en unité de soins palliatifs. Deuxième question, il est souvent vu qu'un médecin seul statue, décide de faire passer un patient en soins palliatifs, sans collégialité. Bon, ça renforce votre constat, Claude. Bah, je dirais que c'est plutôt le contraire. Hein. Et la question qui suit, donc, face à ce constat, quelle est la valeur de cette prise de décision? Ah ben, le médecin, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui décide. Mais moi, j'ai vu beaucoup plus de cas inverses où les médecins continuaient des traitements inutiles et délétères plutôt que des médecins qui passaient en soins palliatifs. En général, j'ai rarement vu, même si ça doit exister, ce cas de figure, c'est plus, de par notre formatage au guérir à tout prix, de rester dans le curatif et de ne pas savoir passer au palliatif. Et c'est l'objet de ce café Pallia. Alors, la troisième question va aussi sur ce sujet-là. Que faire lorsque le médecin oncologue poursuit le traitement malgré une concertation de l'équipe et la famille
contre la poursuite de ce traitement, ainsi que le refus du patient. Donc là, on a... Ah ben là, il y a la loi qui dit le malade, il a refusé tout traitement. Dans ce cas-là, il faut changer de médecin. Ah, mais... Ben oui, non mais attendez, le malade, il refuse. Donc, ou alors lui dire, voilà, c'est pas possible qu'il y ait des lois et de pas les appliquer. Le malade a le droit de refuser tout traitement. C'est clair. Un médecin ne va pas imposer un traitement qu'un malade refuse. C'est pas possible. Dernière question, en tout cas pour l'instant. Alors, la question est formulée ainsi. Donc, fin de vie sans pronostic vital engagé, par exemple, en EHPAD, fausse route et troubles cognitifs, est-il possible de faire appel aux soins palliatifs ? Bien sûr, bien sûr. Rien que pour se questionner. Hein, c'est faire de l'équipe. C'est de se poser la question du juste soin pour cette personne dans ces conditions-là. Voilà. Et donc, de trouver la moins mauvaise décision. C'est de se questionner ensemble et la décision, elle appartient au médecin. Pouvoir se questionner et pas faire des choses stéréotypées, automatiques. Voilà, donc là, on arrive au terme de cet échange et des questions qui ont été posées. Et nous avons même des remerciements, mais c'est sympathique. Merci 1000 fois pour vos réponses éclairantes. Vos échanges sont précieux. Merci à vous. Donc, eh bien, vous avez 5 minutes pour passer les messages que vous souhaitez sur cette thématique ou autre. Totale liberté. Déjà, merci beaucoup encore une fois de me permettre d'intervenir à vos côtés sur la fin de ce Café Pallia. On l'a dit plusieurs fois, mais je rebondis aussi sur la dernière question qui a été posée, effectivement autour on n'est pas finalement quand est-ce qu'on doit avoir recours à cette démarche palliative. Est-ce qu'on peut avoir recours aux équipes support? Oui, encore une fois, vous l'avez dit, Claude, et je le redis parce que c'est vraiment important, il est indispensable d'anticiper finalement cette démarche palliative, de surtout pas attendre que la personne, que le résident, le patient soit dans une phase au stade de la fin de vie finalement pour acter cette démarche. Vous l'avez dit, il y a plusieurs stades dans la démarche palliative et il faut vraiment essayer justement d'acter les choses, de commencer les choses finalement à un stade qui n'est pas trop avancé pour permettre d'anticiper, pour permettre de mettre en place un accompagnement global de la personne, à la fois individualisé, parce que c'est très important d'individualiser cet accompagnement, mais d'avoir une approche globale, palliative autour de la personne, orientée sur la qualité de vie, sur les soins de confort, etc. Et donc pour ça, il faut anticiper et pour ça, il faut acter cette décision. Donc on l'a dit, cette décision elle doit naître d'une réflexion pluridisciplinaire qui est concertée. Alors elle est concertée à la fois avec le patient et le résident, puisqu'on doit avoir son accord, on doit avoir une alliance thérapeutique avec lui, y compris lorsque le projet il est palliatif. Ça n'empêche pas de devoir avoir cette alliance thérapeutique. Donc on a dit oui, donc c'est concerté avec le patient résident. Ça doit être aussi concerté avec l'équipe pluridisciplinaire, avec l'ensemble des professionnels qui accompagnent le patient, le résident au quotidien. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les proches, la famille de la personne, parce qu'ils sont souvent dans une phase qui est complexe. Le passage, lorsque l'état de santé de la personne nécessite un accompagnement palliatif, c'est parce qu'on est dans une pathologie chronique quand même à un stade avancé, parce qu'on est dans une pathologie évolutive sans possibilité de traitement curatif. Donc ça veut dire qu'on est souvent face à des personnes, que ce soit le patient, le résident ou les proches, qui nécessitent en fait du soutien, qui nécessitent surtout une information transparente sur l'état de santé et aussi une information en fait sur la suite, sur l'évolution possible. Bien sûr qu'on va pas pouvoir dire quand, comment, etc. Mais par contre, on doit expliquer ce qui va se passer. On doit vraiment donner une information totale, que ce soit au patient résident, que ce soit à sa famille, ou que ce soit aux équipes. Vous l'avez dit, c'est très très important d'informer les équipes, de les soutenir dans cette phase. D'abord parce que ça va leur permettre aussi, eux, de mettre en place des soins adaptés à l'état de santé, aux besoins du patient et du résident. On va pouvoir du coup réévaluer le plan de soins de la personne, on va pouvoir réévaluer son projet personnalisé si c'est en EHPAD, son projet thérapeutique si c'est
dans nos établissements sanitaires, en clinique, en HAD. Et du coup, on va pouvoir mettre en place, faire évoluer, en fait, adapter le projet de soins, justement, aux soins requis par le patient résident en lien avec son état de santé. Il y a des outils aussi qui peuvent aider parce que souvent, les médecins peuvent être en difficulté. Donc, il y a des outils. Alors, on ne peut pas se baser que sur ces outils, mais par exemple, on peut utiliser une fiche d'évaluation Paliadis. C'est un outil qui est à disposition, qui est dans nos logiciels de soins, dans le DPI, dans le DRI, et qui peuvent aider. Et également, notamment... Paliadis aussi, avec les 10 questions à se poser pour appeler une équipe de soins palliatifs. Exactement. Et on peut aussi, enfin c'est recommandé même, compléter une fiche urgence palliative une fois que la décision est actée, de façon à ce que si le patient, si on doit avoir recours à un médecin extérieur, que ce soit lors d'une hospitalisation ou l'intervention d'un médecin au sein de l'établissement dans le cadre de l'urgence, et du coup on pourra avoir en fait un récapitulatif objectif des informations, que ce soit les directives anticipées, que ce soit le fait d'avoir acté cette décision, encore une fois, de soins palliatifs. Voilà, donc ça c'est important. Autre chose de très important, c'est le fait d'avoir recours à des structures sanitaires d'appui. On souhaite, on a vraiment la volonté chez Clariane que 100% de nos établissements soient conventionnés et des conventions de partenariat opérationnel avec des structures sanitaires d'appui, que ce soit notamment pour les EHPAD, des structures d'hospitalisation à domicile qui vont pouvoir aider à l'accompagnement, notamment quand il y a des soins techniques requis, quand il y a des soins d'inconfort à réaliser. Les HAD vont pouvoir être d'une grande aide auprès de nos EHPAD pour accompagner les patients résidents. C'est aussi bien sûr les équipes mobiles de soins palliatifs, c'est bien sûr des unités de soins palliatifs avec des lits dédiés. Donc dans nos cliniques, on a bien sûr aussi quelques lits dédiés. On a certaines cliniques qui ont des lits de soins palliatifs. Néanmoins, il est très important de conventionner, d'avoir des conventions de partenariat actives avec des structures sanitaires qui font du soin. Et vous avez sûrement aussi des références compatibles, de médecins qui ont des DU, des infirmiers qui pourraient apporter un plus. Exactement, tout à fait. Donc ce conventionnement est très important. Et puis dernière chose qui me paraissait importante à dire, c'est encore une fois l'accompagnement des professionnels de santé. Parce que, vous l'avez dit, il y a une nécessité de formation de nos professionnels, mais il y a aussi une nécessité de soutien. Parce que accompagner des personnes en situation palliative, voire en fin de vie, c'est complexe, c'est difficile, que ce soit surtout au niveau bien sûr psychologique. Donc il ne faut pas hésiter à mettre en place des groupes de parole, à mettre en place des temps d'échange qui soient informels ou formels, voire des réunions d'analyse de pratique avec les équipes de professionnels de santé qui accompagnent les patients, les résidents au quotidien et qui accompagnent souvent et qui soutiennent aussi les familles. Et donc pour réussir, pour que les professionnels réussissent finalement à faire cet accompagnement, il faut les soutenir aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait, en tout cas qu'on incite à faire au sein des établissements, et c'est un axe qui est vraiment très important, qui est très important pour nous aussi. Eh bien merci Priscilla, et vous merci serez la bienvenue. Et donc le prochain Café Pallia aura lieu le jeudi 14 mars 2024 sur la prise en charge de la douleur. Et notre grand témoin sera donc le docteur Fariba Kabirian, directeur médical France. Merci à tous. Merci. À bientôt. Au revoir.